BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Nos deux économistes ce soir pour ce rendez-vous du cercle, Christian de Boissieu et Bertrand Jacquillat. Messieurs, merci d'être avec nous en cette fin d'année. Justement, on va peut-être, il est temps maintenant, tirer un peu le bilan de cette année 2015 sur le plan économique, les marchés financiers, puis aussi l'énergie, puisque vous connaissez très bien, Bertrand Jacquillat, ce secteur. Christian de Boissieu, je vais peut-être commencer par vous. C'est une année qui va rester dans les mémoires à cause de la dernière décision de la Fed, c'est ça qu'on va retenir? Aussi, il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a le sauvetage de la Grèce en juillet, qui a été quand même une mesure importante. Il y a l'accentuation de la politique monétaire très souple du côté de la Banque Centrale Européenne, j'allais dire conjuguée avec le resserrement de la Fed, qui est quand même une première étape, avec sans doute d'autres étapes en 2016, et des implications, j'imagine, l'année prochaine pour le taux de change. Il faut du temps pour que tout ça s'inscrive. Il y a la COP 21, parce que ça c'est vraiment l'articulation de l'économie, du politique, du géopolitique et de la finance. Plutôt réussi, mais maintenant, moi j'attends qu'on délivre ensemble. Je veux dire, il faut du concret maintenant qu'on a réussi à se mettre d'accord à 195 pays autour de la table. Voilà ce que j'ai retenu. Alors au-delà du drame du 13 novembre, qui a aussi des conséquences économiques, on le voit d'ailleurs dans les chiffres, du troisième trimestre qui ont été publiés l'autre jour par l'INSEE. Mais donc, s'il fallait retenir quand même cette année, s'il fallait la qualifier pour vous, vous donnerez quoi, vous qui êtes professeur à la Sorbonne, vous donnerez quoi comme note à cette... Pas terrible, c'est-à-dire pas terrible, parce que du côté européen et français, il n'y a pas de recul du chômage, au contraire, il y a plutôt tendance à augmenter. Donc pour moi, c'est une année assez moyenne, alors autour de 10, je ne sais pas si ça penche au-dessus ou en dessous, parce qu'on a une croissance européenne, en tout cas dans la zone euro, qui n'est pas terrible, et la France est en dessous de la moyenne de la zone euro, ce qui m'embête. Oui, mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'hypothèques, on y reviendra dans un instant, sur le quantitative easing, comment on fait pour s'en sortir, et puis sur la Grèce, on voit bien que plan anti-austérité, on voit bien que Tsipras, il a des difficultés. Bertrand Jacquillat, on va très bien rappeler aussi, vous êtes économiste et membre du cercle des économistes, mais vous êtes le patron d'associé en finance, qui vient de se rapprocher avec 2-3 yards. Vous connaissez bien le marché des actions, vous connaissez bien l'énergie. Vous retenez quoi de cette année 2015? Une année en dents de scie, un peu les montagnes russes. On a eu un début d'année tout à fait euphorique, puisqu'au premier trimestre, l'indice CAC 40 était en hausse seulement sur 3 mois, donc de plus de 18-19%. Ensuite, c'était une grande déception, puisque les marchés ont baissé au troisième trimestre, après un plus haut de 25% au mois d'avril. Et puis ensuite, pas mal de volatilité. Et les marchés ont été tiraillés en fait entre deux choses. La première, ça a été ce qu'elle aime, c'est-à-dire un assouplissement quantitatif, des taux d'intérêt bas, une politique monétaire accommodante à la fois de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Et puis, au fil des mois, quand même, une économie qui était de plus en plus anémiée, l'économie mondiale, qui était anémiée avec ses craintes sur la Chine, dont on ne sait jamais quel était exactement le taux de croissance. Bon, donc, on sort avec une année économique, sur le plan économique 2015 assez moyenne, de 7-8% de croissance. Oui, un CAC qui est à 4565. Avec un CAC en hausse, en hausse de quand même de 10%, et si vous comptez les dividendes, on est à la date d'aujourd'hui, il reste encore quelques jours, on est à 13%, qui n'est pas une mauvaise année. Je le disais, après on va voir quelles les hypothèques pour 2016 quand même. La difficulté, notamment en Europe, c'est de se sortir de ce quantitative easing, Christian de Boissieu. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Certains disent qu'on en est déjà là. Non, mais je veux dire par là, on est en train d'accentuer cette politique très souple, et donc on a un décalage de plusieurs années par rapport à la politique monétaire américaine. Alors, bien sûr qu'il y a le problème de la sortie, on voit bien les difficultés de la sortie quand on regarde l'exemple américain. Madame Yellen et ses collègues, ils ont monté d'un quart de point le taux directeur l'autre jour. Objectivement, je pense qu'ils n'étaient pas obligés de le faire parce que l'inflation reste très basse. 0,2% sur un an aux États-Unis. Nous, dans la zone euro et en France, on est aussi proche de zéro. Donc l'inflation est très basse du fameux 2% qui est l'objectif assez partagé des banques centrales. Bon, voilà, donc du côté, je reviens à votre question sur la zone euro, on est dans un contexte où Mario Draghi et ses collègues essayent de faire le maximum.
on peut pas, je pense qu'on demande trop à la politique monétaire, peut-être parce que les autres font pas assez. Quand je dis les autres, ça veut dire les politiques structurelles. Tout le débat sur la lenteur à faire des réformes structurelles dans pas mal de pays européens, dont la France, et puis il n'y a pas de marge de manœuvre du côté des politiques budgétaires et fiscales. Alors, donc, Mais en termes de politique monétaire, vous demandez quoi, vous, Christian de Boissieu, puisque c'est ça... Moi, je demande à la politique monétaire depuis 2007, je demande aux politiques monétaires de nous empêcher de tomber dans une vraie déflation. Il faut éviter d'être en 1931-32, et pour l'instant, on a réussi. Alors, simplement, le prix à payer, c'est que... On a réussi ou on est au bord? On a réussi. On a réussi. Pour l'instant. L'inflation est trop basse. On n'est quand même pas dans le contexte des années 30. Je dis simplement que les banques centrales, y compris la BCE, injectent beaucoup de liquidités dans le système. Et donc, ça donne des munitions à la spéculation. Et on va continuer à passer d'une bulle à l'autre. Depuis 20 ans, on passe d'une bulle à l'autre. Et on va continuer à vivre dans ce monde où on passe d'une bulle à l'autre. Bertrand Jacquiard, vous, il y a vraiment cette hypothèque sur 2016, en l'occurrence, de politique monétaire? La Fed probablement va continuer à monter de manière graduelle et lente ses taux d'intérêt à hauteur de peut-être 0,25% par trimestre. On aura 1% de taux d'intérêt en plus dans un an qu'on a maintenant. Ceci étant, la Fed, dans un sens, aimerait monter ses taux plus rapidement parce qu'il faut bien voir qu'elle n'a pas de marge de manœuvre. Une banque centrale aime bien avoir des munitions. On aime bien avoir un compte en banque créditeur, on aime bien avoir un réfrigérateur plein. Les banques centrales aiment bien avoir une marge de manœuvre en termes de taux d'intérêt pour pouvoir les baisser au cas où la récession survient. Mais elle est montée trop vite. Elle provoquerait peut-être la récession, ce qui s'est d'ailleurs passé dans plusieurs banques centrales en Europe et dans la zone euro et dans le monde et au Japon, ont rebaissé leur taux d'intérêt après les avoir remontés. Donc ceci va être graduel, et ceci étant graduel n'est pas mauvais pour les marchés d'actions. Lorsque les banques centrales montent graduellement et à petits pas leur taux d'intérêt, les marchés d'actions réagissent de manière favorable. Mais là, on a deux politiques monétaires opposées maintenant, entre la Fed et la BCE. Donc est-ce que c'est pas... D'où le taux de change. Moi, j'espère que l'euro va reprendre sa baisse. En 2016. Vous avez vu les prévisions de Saxo Bank là, qui ont fait beaucoup de bruit, une chute du dollar quand même très significative en 2016. Quand on veut se faire entendre, on fait de la provoque. Donc moi je dis, compte tenu du différentiel, des différences de politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique, je pense qu'il y a encore un potentiel de baisse de l'euro, et tant mieux pour nous, parce que dans ce contexte où l'inflation est trop basse, la baisse de l'euro nous donne de la compétitivité, sans être une menace sur l'inflation, ça nous redonne un peu d'inflation importée. Tant mieux, il y a des avantages. Bon, et on est dans ce contexte mondial de guerre des monnaies, où, ça a été dit par Bertrand, la Chine ralentit, elle ralentit, et donc les Chinois essayent de baisser leur taux de change, les Japonais lâchent tout en matière monétaire. Bon, donc voilà, je pense qu'on est en train, nous, du côté européen, de sortir d'une sorte de naïveté monétaire. On est encore dans ce que j'appelle une naïveté réglementaire, c'est-à-dire que sur certaines réglementations, on a quand même une difficulté, peut-être à cause de Bâle III et d'autres réglementations, à assurer le financement des PME. La reprise en Europe et en France passe par un financement correct des PME, et on ne l'a pas aujourd'hui vraiment. Ça sera la conférence de presse de rentrée du reste de François Vellore-Gallo. Christian, vous avez mentionné tout à l'heure parmi les temps forts de cette année le sauvetage de la Grèce. On ne parle plus du tout de la Grèce, alors que vous avez vu peut-être, mine de rien, Tsipras recommence à se faire tirer l'oreille pour adopter les réformes. Est-ce que vous faites le pari que cette Grèce dont on ne parlait plus, on va en reparler l'an prochain, avec tous les problèmes que ça engendre? D'abord, on n'en parle plus parce que ça a été recouvert par d'autres événements plus importants, première idée. Et deuxièmement, même si on en reparle en 2016, je suis persuadé qu'il y aura la même réponse que celle qui a été apportée depuis 2010. Personne n'a intérêt à la sortie de la zone euro par la Grèce. Ni la France, ni les Allemands. Donc, même s'il y a à nouveau un problème sur la Grèce, je pense qu'il y aura à nouveau un compromis. Et le problème, c'est qu'on va reparler sans doute de l'annulation d'une partie de la dette qui reste le sujet sensible. Ça devait être pour cette fin d'année, ça sera pour 2016, avec toutes les questions que ça sera peut-être, il y aura quelque chose, mais très franchement, je ne crois plus, j'ai jamais cru à la sortie de la zone euro par la Grèce, et j'y crois encore moins aujourd'hui. Et sur la Grèce, juste après, j'ai une question sur la Bourse de Paris, l'état de santé de la Bourse de Paris. Sur la Grèce, je suis d'accord avec Christian. Je ne pense pas que, même si ça redevient d'actualité, je ne pense pas qu'il y aura une sortie de la Grèce en 2016. La Bourse de Paris, alors aujourd'hui, on le sait, l'EDF sort du CAC 40, quand même remplacé par Clépierre.
Bon, c'est quand même le premier électricien mondial, ça fait un peu bizarre. Quelle est votre position, Bertrand Jacquiat? Est-ce que lorsqu'on est actif comme vous sur les marchés, la Bourse de Paris est encore intéressante? Je ne suis pas très actif sur les marchés, je suis un intellectuel des marchés. Oui. Mais écoutez, il y a un conseil scientifique des indices qui se réunit de manière périodique. La réglementaire, qu'est-ce qu'il en parlait il y a un instant? Non, ça c'est pas réglementaire. Non. Il y a des éléments objectifs. Il y a des éléments tout à fait objectifs, c'est-à-dire qu'il y a 2 critères pour faire partie de cet indice phare. C'est le classement en termes de capitalisation boursière flottante. Oui. Or, le flottant d'EDF est faible, puisque l'État détient toujours 85% du capital d'EDF, donc son flottant est faible. Sa capi, si 100% était sur le marché, sa capi serait très élevée, et EDF serait dans le CAC 40. Elle a été la première capi à un moment. Hein. Elle n'a jamais été la première capi, non. Non, jamais. C'était toujours Total, et le match entre Total et Sanofi. Non, EDF est une capi importante, mais jamais la première, et de toute façon, c'est le flottant qui compte, et les transactions. Mais les volumes de transactions, les volumes de transactions, les rotations de capital. Combien de foncières qui se trouvent dans le CAC 40 déjà? C'est la deuxième foncière. Il y a Unibail. Déjà, vous avez très peu de grands groupes de l'économie de demain, des médias, de l'IT. Bon, ça donne une image un peu vieillotte, non, peut-être, de la France. Mais encore une fois, les critères sont objectifs. Ouais. C'est-à-dire que Klépierre a fusionné avec une société hollandaise qui est Corio, et donc a augmenté sa taille de 50% il y a quelques mois. BNP Paribas, qui était un actionnaire majoritaire de Klépierre il y a encore quelques années, s'est délesté de sa dernière participation. Le flottant a augmenté. C'est devenu une société qui est la 36e capi boursière. Est-ce que, oui, d'accord, mais si vous voulez... Ah oui, non, c'est vrai qu'EDF... C'est une dynamique... Non, mais EDF, c'est un monument. C'est vrai qu'EDF est un monument, et EDF n'est pas forcément très bien géré. EDF a un peu de flottant. Les Klépierre, j'ai regardé les chiffres, a un flottant de 66%. Oui. EDF a un flottant maximum. Vous voyez déjà, le CAC 40, la Bourse de Paris a du mal à être listée. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas le conseil de l'autorité des marchés financiers que je suis pas sûr que ça soit. Je suis pas sûr que ça soit à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a des débats. Non, bien sûr, mais oui. Bon. Peut-être que ça n'aide pas, mais très franchement, quand on regarde l'évolution de la Bourse de Paris, la concurrence des places financières, il y a des débats autrement importants qui s'appellent le projet de taxe sur les transactions financières. Bon, et d'autres éléments qui me paraissent finalement beaucoup plus importants que la composition exacte du CAC 40. De toute façon, ça change de manière homéopathique puisque c'est une entrée, une sortie. Je ne sais pas tous les combien, c'est pas tous les trimestres qui changent. Ils se réunissent tous les trimestres, ils ne changent pas tous les trimestres. Donc il y a quelques entrées, quelques sorties, il faut que l'indice vive. Il y a un débat qui ressurgit depuis notamment depuis la sortie d'EDF, depuis l'annonce, c'est est-ce que EDF aurait dû rentrer en bourse finalement il y a 10 ans? Quand on sait tout ce qui accompagne la gestion de cette entreprise. EDF ne soigne pas beaucoup ses actionnaires, même si son actionnaire principal est l'État. L'EDF va toujours soigner davantage ses salariés. Les actionnaires qui ont trinqué. Les actionnaires ont trinqué. Le cours est à 25% de ce qu'il était à l'introduction. Donc effectivement, ça n'a pas été une bonne opération pour les actionnaires. Et on n'a pas l'impression que les dirigeants d'EDF ne sont jamais beaucoup souciés des actionnaires. Et puis l'État ne facilite pas la tâche avec les tarifs, avec ceci, l'argumentation. Enfin, c'est une affaire très difficile à gérer. Christian Boissieu, pour vous, en tant que membre du Collège de l'autorité des marchés financiers, il n'y a pas quand même une petite épée de Damoclès sur la place parisienne? Il y a un certain nombre de sujets qu'il faut qu'on traite. Non, j'ai parlé de la taxe. Le sujet de 2016, ça va être d'essayer de concrétiser le projet au niveau européen d'union des marchés de capitaux. Alors par exemple, il y a des sujets très concrets, mais qui pour l'instant ne le sont pas assez concrets, qui s'appellent comment relancer et dans quelle forme relancer la titrisation, qui est quand même une condition nécessaire pour inciter les banques à refaire du crédit. Alors je regardais les chiffres crédit des bancaires aux entreprises. En France, ça repart. Mais dans la zone euro, ça repart pas. On est à 0% sur 12 mois dans la zone euro. En France, on est un peu au-dessus. Il y a tout ce problème. On parlait tout à l'heure de la politique de la BCE. Le sujet, c'est il faut que cette politique monétaire très très souple se transmette à l'économie réelle. Et donc ça pose le problème du comportement des banques, le crédit. Et moi, un sujet qui me préoccupe pour l'année prochaine, comme peut-être au-delà de 2016, c'est la question du financement des PME et ETI. Parce que Bâle III, par ailleurs nécessaire, les nouvelles réglementations bancaires, ça va quand même obliger les banques à être plus sélectives. Et qui va faire les frais de cette sélectivité accrue? Je pense que les petites et moyennes entreprises, si importantes pour la croissance et l'emploi, risquent de faire les frais. Bertrand Jacquiat, vous connaissez très bien l'évolution du marché du pétrole et puis des matières premières. Vous êtes un spécialiste, Christian Boissieu, on va le rappeler, de la politique monétaire, mais on voit bien
que l'une des grandes évolutions d'aujourd'hui, de cette fin d'année, ça a été la chute incroyable du prix du baril de pétrole et notamment l'impact que ça peut avoir sur les pays producteurs. Ça va se prolonger selon vous ou pas? Et à partir de là, Vous savez, le prix du pétrole est le prix, un des prix avec le taux de change les plus difficiles à prévoir. On est en dessous de 40, on est à 35, 36. On est à 36, on a percé 40. Bon, ceci correspond pour les consommateurs français à un équivalent de plan CICE, c'est-à-dire que c'est 20 milliards qui sont injectés dans l'économie, c'est pas rien. C'est pas autant que la baisse, parce que à la pompe, la baisse est beaucoup moins importante du fait de la taxation et des régimes de taxation est beaucoup moins importante que la baisse du prix du baril. Ça va très probablement continuer puisque l'Iran rentre dans le jeu, etc. Et c'est bon pour les consommateurs, mais c'est très mauvais pour les pays producteurs parce que ils vont commencer à entamer leurs réserves, à vendre leurs actifs. Quelles conséquences ça on a? Les conséquences, c'est pas très bon pour les marchés là pour le coup. Voilà. C'est pas très bon pour les marchés. Ça dynamise les économies. Autrefois, n'est-ce pas, lorsque les prix du pétrole baissaient, c'était pas bon pour les pays producteurs, mais il y avait des réserves tellement importantes financières que c'était largement compensé par ce qui arrivait aux consommateurs. Là, c'est très mauvais. Moi, Christian Boissieu. Je suis pas sûr qu'il y ait un potentiel de baisse important par rapport au niveau actuel qui sont déjà relativement bas. Sur la question des gagnants et des perdants, il y a les gagnants, bien sûr, en termes de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Il y a un sujet géopolitique avec des conséquences économiques et financières, c'est que ça met dans l'embarras pas mal de pays producteurs en Afrique, dans le Golfe, la Russie. En Russie. La Russie va afficher un recul de son PIB cette année 2015, peut-être de moins 5%. L'industrie a déjà largement souffert. Au Brésil. Oui, mais ça, je veux dire, la Russie paye le fait qu'elle ne s'est pas diversifiée. Ça fait quand même 20 ans qu'il faut une stratégie organisée autour du gaz et du pétrole. Alors donc, quand on est à $150 le baril comme en juin 2008, c'est génial. Quand on est à 35-40, c'est pas terrible. Bon, on est dans ce contexte-là et le ralentissement chinois dont on parlait tout à l'heure a forcément des conséquences. On ne sait pas vers où on va du côté chinois, mais on sait que le ralentissement chinois a forcément des conséquences sans doute durables sur l'évolution des prix d'un certain nombre de matières premières. Donc, en gros, le prix du pétrole est un bon indicateur, à mon avis, de la santé de l'économie chinoise. C'est-à-dire que s'il est si bas, c'est que l'économie chinoise ne marche pas aussi bien qu'on le dit. Ok, 2016, en conclusion, un mot la croissance... Il faut regarder il faut regarder... L'indicateur, c'est le chômage, et le chômage des jeunes, c'est ça que je regarderai. Bertrand Jacquiat. Les marchés sont plutôt positifs. Et ben voilà, allez, on va finir cette émission sur une touche positive. Merci beaucoup, messieurs. C'était le rendez-vous du Cercle des économistes. Guillaume, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle heure. Tout de suite, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. À demain, bonne soirée.